Cette nuit-là, il faisait froid. Une vieille mère qui venait de subir un accident vasculaire cérébral, les mains encore tremblantes et les jambes instables, a été poussée hors de la maison par son fils. Mais une semaine plus tard, l'homme s'est agenouillé aux pieds de sa mère, sanglotant et la suppliant de sauver son fils. S'il te plaît maman. Qu'est-ce qui a poussé une mère apparemment inutile à devenir la seule personne capable de sauver la vie de son petit enfant? Cette histoire peut vous faire réfléchir sur vous-même. Si c'était vous, seriez-vous suffisamment sobre pour ne pas perdre la personne qui a sauvé toute votre famille? Laissez vos pensées dans la section commentaires ci-dessous. Cette histoire est racontée sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos dernières vidéos. Cet hiver-là, Hanoï était froide jusqu'au bout des doigts. Le vieil immeuble caché derrière une petite ruelle était toujours éclairé comme d'habitude, mais l'air à l'intérieur était plus froid que le vent à l'extérieur. Dans la petite cuisine, une silhouette légèrement tremblante se pencha pour ramasser une serviette tombée par terre. C'était Madame Louise, la vieille mère qui avait consacré toute sa vie à la médecine traditionnelle, qui n'avait plus qu'un corps faible et un bras gauche qu'elle pouvait à peine soulever. Elle venait de trébucher dans les escaliers, son coude était écorché et saignait, sa jambe droite était progressivement engourdie et elle boitait. Son visage était légèrement déformé, signe d'un récent accident vasculaire cérébral léger, mais elle ne s'est pas plainte. Elle a simplement lavé tranquillement sa blessure, puis a appuyé sa main contre le mur et est sortie calmement vers le salon. Le son d'un bébé qui pleurait a brisé le silence. Depuis le salon, Élodie, sa belle-fille, se dirige rapidement vers la cuisine, récupérant rapidement bébé Lucas qui se débattait sur la coudoir de la chaise haute. « Tu es encore tombée, maman ?» Sa voix était aiguë, ses yeux fixaient la soupe renversée sur le sol. « Maman est vieille, c'est normal de souffrir, mais s'il te plaît, ne me fais pas souffrir. Chaque fois que je vois ma mère tâtonner, j'ai peur. » Les mots glacés laissèrent Madame Louise sans voix. En baissant simplement la tête, Lini s'est excusée même si son corps tremblait. Dans un coin de la pièce, son fils, l'ingénieur Y, travaillait devant son ordinateur portable. Il ne leva pas les yeux, toujours la même attitude, toujours le même silence qui durait depuis de nombreuses années dans la vie entre lui et sa mère. Un silence n'est pas nécessairement de l'indifférence, mais certainement un manque de courage, le courage de parler ou la sagesse d'écouter. Depuis qu'elle a quitté la campagne pour vivre avec son fils et sa femme afin de s'occuper de ses petits-enfants, Antoine n'a presque jamais posé de questions profondes à sa mère ni pris un moment pour vraiment écouter ses sentiments. Pour lui, sa mère était un devoir et jamais un parent vivant. Madame Louise comprenait, même si son cœur se serrait à chaque fois qu'elle entendait les paroles sarcastiques de sa belle-fille, même si sa gorge se serrait à chaque fois que son fils ne disait rien, elle gardait le silence pour le bien de sa petite-fille, car elle espérait que vivre près de ses enfants et petits-enfants pourrait l'aider à atténuer sa solitude dans la vieillesse. Chaque matin, elle se lève tôt pour préparer du porridge, griller du sel et préparer des décoctions de médicaments orientaux en poudre pour les mettre secrètement dans le sac de son enfant. Mais il semble que ces petites choses ne suffisent pas à changer le regard préjugé de la belle-fille. Élodie, une femme urbaine intelligente et instruite, est toujours fière de sa famille moderne, propre et disciplinée. Mais au fond, Élodie a toujours ressenti la présence de sa belle-mère comme un obstacle dans l'espace de vie parfait qu'elle tentait de construire. Elle détestait l'odeur de la médecine chinoise, détestait le bruit des pantoufles de sa grand-mère tard le soir, détestait la façon dont elle enseignait à ses petits-enfants avec des histoires dépassées. Et ce qui la bouleversait le plus, c'était que Madame Louise avait été infirmière en médecine traditionnelle chinoise, une profession qu'Élodie considérait comme désuète et obscure. Cette nuit-là, après que Lucas se soit endormi, Élodie entraîna Antoine dans la chambre d'une voix douce mais froide, réfléchit Y, si maman continue à tâtonner comme ça, qui sera responsable si le bébé tombe gravement malade la prochaine fois? Je n'ose plus laisser maman s'occuper du bébé. On pourrait peut-être engager quelqu'un de plus professionnel, maman devrait se reposer, ce serait plus raisonnable d'aller vivre ailleurs. Antoine hésita, regardant vers la chambre de sa mère où la lumière était toujours allumée mais il n'y avait personne d'autre que lui. Il a dit doucement. Élodie répondit calmement, emmenant sa mère dans une bonne maison de retraite privée,
avec des infirmières, des soins et une communauté, personne ne dirait qu'elle n'était pas filiale. Antoine ne répondit pas tout de suite mais hocha la tête le lendemain matin en disant « Maman, laisse-moi t'emmener dans un nouvel endroit. C'est mieux qu'ici. » Les années qu'elle avait vécues dans cette maison étaient terminées. Pas un mot de blâme, pas une larme. Madame Louise a simplement emballé ses affaires en silence, a mis le vieux manuel médical dans un sac en tissu et a regardé son petit-fils une dernière fois pendant qu'il dormait encore profondément. Avant de partir, elle a laissé un petit morceau de papier dans le tiroir de la cuisine où elle avait l'habitude de laisser les médicaments à base de plantes chaque soir. Si un jour tu en as besoin, ouvre ton carnet. Je peux peut-être encore t'aider. Une matinée froide, un trajet en voiture tranquille, une mère qui a passé toute sa vie à guérir et à sauver des gens. Maintenant emmenée dans un endroit jugé plus adapté à la vieillesse. Personne ne lui a demandé si elle était triste, personne ne lui a demandé si elle voulait partir, il n'y avait que le vent qui soufflait dans ses manches et le froid non seulement à cause du temps mais à cause du cœur des gens. Et c'est à ce moment-là que la véritable histoire a commencé. Personne n'aurait pu imaginer que Madame Louise, une femme maigre et boiteuse dont la main gauche tremblait toujours légèrement en raison de complications liées à un accident vasculaire cérébral, était autrefois une excellente infirmière en médecine traditionnelle, respectée par un grand hôpital de la région centre. Mais ce passé dort depuis trop longtemps, profondément ancré dans les couches de sa mémoire qu'elle n'a jamais mentionné activement. Parce qu'elle comprenait que dans cette maison, personne ne se souciait plus de ces choses. L'agitation de la vie moderne a fait oublier à son fils, Antoine, et à sa belle-fille, Élodie, que la femme qu'ils appellent mère a autrefois sauvé d'innombrables vies. Forte de 30 ans d'expérience en médecine traditionnelle hospitalière, Madame Louise est non seulement une praticienne dévouée mais aussi une véritable pharmacie vivante. Elle a soigneusement enregistré toutes les formules et les précieux remèdes transmis par les maîtres de l'industrie. Elle a combiné la médecine orientale et occidentale pour créer des méthodes de désintoxication et de traitement des allergies extrêmement efficaces. Parmi eux, la formule Tan-Tam Jiedokon a été utilisée un jour pour sauver un bébé en état de choc anaphylactique à Hue, alors que toute l'équipe de service était impuissante. Mais son mari est mort dans un accident de la route alors qu'il revenait chercher des médicaments dans les Hautes-Terres. Elle a tout mis de côté, a laissé son chemisier blanc et a laissé derrière elle les lumières des urgences. Elle a fait ses valises et est partie dans le nord pour vivre avec son fils qui venait de se marier. Elle pensait simplement que tant qu'il y a un enfant, il y a de l'espoir de vivre. Mais cet espoir s'est progressivement estompé au fil des années. Quand le fils qui avait promis un jour, « Maman, quand tu reviendras, je prendrai soin de toi comme avant », est devenu de plus en plus silencieux, se retirant derrière des repas rapides. Les réprimandes de sa femme, qui utilisait toujours l'excuse que sa mère dérangeait l'enfant pour l'éloigner des activités courantes. Après un léger accident vasculaire cérébral l'année dernière, elle ne travaille plus. Sa main gauche pouvait à peine tenir un couteau et sa jambe droite lui faisait toujours mal à force d'attendre le lever du soleil. Cependant, elle essaie toujours de ne pas être un fardeau, apprend à marcher seule, fait sa propre lessive et cuisine des plats simples. Mais il semble que cet effort rende les gens dans la maison plus mal à l'aise. Quoi que tu fasses, ne le laisse pas voir sa boiterie. Il est encore jeune, j'ai peur que cela l'affecte psychologiquement. Élodie parlait d'une voix douce mais dure. Antoine leva légèrement les yeux, puis baissa la tête et fit semblant d'être absorbé par son ordinateur. Elle comprit que son fils n'était plus le petit garçon accroché à sa mère, mais qu'il était devenu un homme qui vivait par la raison d'un ingénieur sec et passif. Parfois, la nuit, elle ouvre le placard et regarde le cahier à couverture rigide aux bords usés dans lequel elle a écrit toute sa passion de toujours pour sa carrière. Écriture soignée à l'encre violette, notes au crayon, soulignement hâtif à côté des noms d'herbes médicinales rares. Ce sont tous des souvenirs vivaces d'une époque où elle existait non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que médecin respecté. Mais personne n'a besoin de ces souvenirs. Aux yeux de sa belle-fille, elle n'est qu'une fausse personne ennuyeuse, oublieuse, marmonnante, soupirante. Élodie a dit un jour, si vous connaissez votre place, il est bon de rester sur place et d'arrêter d'essayer de montrer votre valeur. Elle écouta puis resta silencieuse. Non pas parce qu'elle était faible,
mais parce qu'elle était trop habituée au sentiment d'être oubliée. Chaque fois qu'elle essayait de partager un souvenir ou un cas difficile qu'elle avait traité, elle voyait le regard indifférent d'Antoine et l'évitement d'Élodie. Puis elle s'est arrêtée. Personne ne veut entendre des choses démodées de la part de quelqu'un qui n'est plus capable ou qui n'a plus de statut. Un jour, alors que son petit-fils Lucas avait une éruption cutanée due à une allergie alimentaire, elle était sur le point de lui donner quelques conseils de soins, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Élodie lui dit d'une voix dure, « N'expérimentez pas avec lui, emmenez-le chez le médecin pour être sûr. » Elle hocha la tête et ne dit rien de plus. Même si son cœur souffrait, elle comprenait que lorsque la confiance disparaissait, les conseils devenaient inutiles. Cette nuit-là, elle était assise seule dans le coin du porche, les mains tremblantes tandis qu'elle tournait les pages d'un vieux cahier. Elle a relu le médicament à base de plantes pour clarifier l'esprit et détoxifier, un médicament qui avait sauvé des gens pendant la guerre. C'était simple mais cela a eu des effets immédiats. Elle murmura, « Qui sait, un jour quelqu'un pourrait en avoir besoin. » C'est cette nuit-là qu'elle a décidé d'épingler une note sur cette page précise en guise de signe, au cas où quelqu'un serait assez curieux pour la lire. Et puis je l'ai remis dans le tiroir en bois, où Élodie n'allait jamais à cause de la poussière et de la saleté. Personne ne savait que dans la maison même où elle était traitée comme un vieil objet, existait encore un trésor caché qui n'attendait qu'à être ouvert au bon moment et comme le destin l'arrangeait souvent intelligemment. Ce jour n'est pas loin. Antoine est né dans une famille ouvrière de la campagne centrale et a vécu sous la discipline et les normes de sa mère depuis son enfance. Madame Louise l'a élevé avec la rigueur de quelqu'un habitué à vivre de manière disciplinée, propre et ordonnée, ponctuelle, et à qui il n'est pas permis d'être paresseux. Mais c'était aussi cette main qui l'avait réconforté chaque fois qu'il avait une forte fièvre, qui lui avait frotté le dos les nuits où il toussait terriblement, et qui avait été la première personne à parcourir des dizaines de kilomètres à vélo pour l'emmener à l'école pour l'examen d'entrée à l'université. Antoine a réussi l'examen d'entrée à l'Université des sciences et technologies de Hanoï, une percée à laquelle personne ne s'attendait dans le petit quartier. Il est parti dans le nord pour vivre loin de sa mère depuis lors. Et à partir de ce moment-là, le lien entre la mère et l'enfant s'est progressivement relâché. Non pas à cause du temps, mais parce qu'Antoine ne voulait pas emporter de vieux souvenirs dans la nouvelle vie qu'il essayait de construire en ville. La femme qui a plus tard conquis le cœur d'Antoine était Élodie, le genre de personne qu'il pensait autrefois ne jamais oser atteindre. Responsable du département crédit d'une grande banque, Élodie a non seulement une apparence luxueuse mais aussi une voix douce et des yeux toujours plus alertes que les autres. Antoine aime sa confiance et son indépendance. Et quand il s'est marié, il pensait qu'il avait de la chance d'épouser une femme forte, calculatrice et qui savait tout gérer correctement. Mais Antoine ne se rendait pas compte que derrière la douceur apparente se cachait une froideur qui rongeait silencieusement les valeurs sacrées de la famille. Après le mariage, Élodie propose d'acheter son propre appartement, et Antoine accepte. Puis, quand Lucas est né, elle a dit à sa mère de déménager ici pour plus de commodité, mais de se rappeler de seulement aider, de ne pas interférer dans notre vie privée. Antoine hocha la tête. Comme ça, il acquiesça à chaque suggestion, à chaque limite invisible qu'Élodie posait, de la façon dont Madame Louise n'était pas autorisée à entrer dans leur chambre à la façon dont elle ne devait cuisiner que légèrement, sans la forte odeur des plantes médicinales. Élodie dit un jour doucement, comme pour la réconforter mais en la touchant jusqu'à l'os, « Maman est vieille, la laisser tranquille est ce qu'il y a de mieux pour elle. J'ai également besoin d'un espace moderne et civilisé pour que mes enfants puissent grandir. La maison est entièrement équipée de commodités, purificateur d'air, aspirateur robot, cuisinière à induction, mais il n'y a pas de place pour la douceur du cœur d'une vieille mère expérimentée. Madame Louise avait l'habitude de fabriquer un pot spécial de sel au gingembre et de l'enterrer dans le sol pour masser les mains et les pieds du bébé Lucas chaque soir. Mais Élodie lui a dit de garder sa maison propre et de ne plus exposer ses objets folkloriques. Elle avait l'habitude de faire cuire de la ciboulette à la vapeur avec du miel lorsque Lucas toussait, mais Élodie a ramené du sirop étranger, disant qu'il était recommandé par des experts britanniques. Et peu à peu, Madame Louise ne fit plus rien, ne dit plus rien. Elle a compris qu'elle avait été poussée hors de la vie du fils qu'elle avait mis au monde. Antoine a vu tout cela mais il a choisi de rester silencieux. Ce n'est pas qu'il n'aime pas sa mère,
mais parce qu'il ne sait pas comment la faire passer avant sa femme. Il était gêné chaque fois que sa mère et Élodie ne s'entendaient pas. Il soupire souvent et termine chaque conflit par la phrase « Maman, chacun a sa propre façon de faire, s'il te plaît, comprends. » Mais c'est ce truc du « Stop maman », répété pendant des années, qui a fait grandir encore plus la distance entre la mère et l'enfant. Personne ne l'a mieux vu que Madame Louise. Elle comptait tranquillement chaque jour dans sa maison comme un invité de passage. Chaque fois qu'elle parlait à son enfant, elle était prudente, craignant de dire quelque chose de mal, craignant que sa belle-fille ne comprenne pas, craignant de mettre son petit enfant mal à l'aise. Vivre comme ça, ce n'est pas être chez soi. Un jour, pendant le dîner, elle a accidentellement laissé tomber sa cuillère sur le sol. Élodie fronça légèrement les sourcils. « Maman, tu fais toujours des trucs comme ça. La maison est neuve et tous les carreaux sont rayés. » Antoine ramassa un morceau de poisson pour sa mère, sur le point de dire quelque chose mais s'arrêta. Madame Louise sourit doucement. « Je suis vieille, ça ne me pose pas de problème d'être un peu maladroite, mon enfant. » Mais dans ses yeux, personne ne voyait qu'il fallait forcer son sourire pour ne pas fondre en larmes. Élodie et Antoine sont des modèles pour la jeunesse moderne. Ils ne sont ni cruels, ni féroces, ni manifestement dépourvus de piété filiale. Mais leur indifférence, leur commodité et leur peur de la confrontation font peu à peu de leurs proches parents des obstacles. Ils aiment leurs enfants à la manière du nouvel âge, avec des cours de langues étrangères, des jouets éducatifs importés et des cours pour enfants surdoués d'une valeur de 5 millions de VND par mois, mais ils oublient que l'enfant était tenu, bercé et gardé au chaud par une grand-mère qui avait un jour oublié de manger lorsque l'enfant toussait la nuit. Antoine vit comme une ombre entre deux mondes. D'un côté, sa mère, icône silencieuse de son enfance, de l'autre, sa femme, incarnation du succès, de la modernité et du courage. Mais quand il a dû choisir, il a choisi d'éviter. Et ce fut une erreur que toute sa famille a dû payer plus tard. Cet après-midi-là, il pleuvait, une bruine chargée de l'odeur froide du vent et de l'humidité des vieux murs de la maison. Dans la cuisine, Madame Louise était occupée à réchauffer la soupe à la citrouille pour bébé Lucas. Après l'AVC, sa main gauche n'avait presque plus assez de force pour soulever le couvercle du pot en acier inoxydable. Mais elle a quand même essayé parce qu'elle savait que Lucas aimait ce plat. La soupe à la citrouille doit être refroidie avant d'être donnée au bébé, sinon elle lui brûlera la gorge. Elle l'avait dit à Élodie mais n'avait reçu qu'un hochement de tête indifférent. Elle venait de verser un bol de soupe, les mains encore tremblantes, lorsque la voix de Lucas l'appela depuis le salon. Elle tourna la tête et marcha inconsciemment plus vite, sans remarquer que le tapis sous ses pieds était tordu. Elle glissa, le bol de soupe chaude qu'elle tenait à la main s'envola, se répandit sur le sol, une partie heurta le bras du petit Lucas qui accourait. Un cri retentit. Le bébé Lucas a pleuré. Élodie se précipita hors de la pièce, horrifiée de voir la marque rouge sur la main de son enfant. Elle a pris l'enfant dans ses bras, l'a examiné et lui a crié « Que fais-tu ? Tu es en train de tuer mon enfant ?» Le visage d'Élodie était déformé par la colère, ses yeux exorbités, sa respiration rapide. Non pas parce qu'elle aime son enfant, mais parce qu'elle a peur que son enfant soit blessé, affectant l'image d'une mère toute-puissante qu'elle essaie encore de construire. Madame Louise tremblait alors qu'elle était agenouillée sur le sol, sa main gauche serrant sa main droite, essayant de retenir la douleur mais incapable de dire un mot. Ses yeux étaient baissés et sa voix était rauque, à peine audible par-dessus le bruit de la pluie qui frappait le toit en tôle. « Je suis désolée, je ne voulais pas. » Élodie serra son enfant dans ses bras et se tourna vers Antoine. « Voir ? Je te l'ai dit. La mère n'est plus assez lucide pour vivre avec ses enfants et petits-enfants. Et si aujourd'hui c'était l'eau qui bout ? Et si c'était un couteau ? À ce moment-là, aviez-vous l'intention d'attendre que quelqu'un perde la vie avant d'agir ? » Antoine resta silencieux. Il regarda son enfant dont la main était enduite de médicaments rouges, le visage déformé par la douleur, puis regarda sa mère qui transpirait abondamment de peur, de douleur et de honte. La petite cuisine était plus étouffante que jamais. La chaleur de la soupe qui n'a pas refroidi, le froid de la pluie qui ne s'est pas dissipé et l'engourdissement de l'atmosphère familiale brisée où tout cela est comme un feu mêlé à une douleur sans nom.
Ce soir-là, après que bébé Lucas se soit endormi, Élodie a de nouveau parlé à Antoine. Mais cette fois, il n'y avait pas de mots doux, il devait choisir. Je ne peux pas accepter que vous soyez ici et que vous mettiez l'enfant en danger. Maman a besoin qu'on s'occupe d'elle, c'est vrai, mais ce n'est pas à cause de toi. Tu as le travail, les enfants, la pression. C'est toi le fils, c'est toi qui décides. Antoine ne répondit pas immédiatement. Mais le lendemain matin, alors que Madame Louise pliait un vieux pull, celui qu'elle avait tricoté pour le petit Lucas quand le temps était devenu froid, il entra dans la pièce avec hésitation. « Maman, je pense que tu devrais te reposer dans un meilleur endroit. J'ai trouvé une très bonne maison de retraite avec des médecins et du personnel soignant professionnel. Tu seras plus à l'aise. » Madame Louise regarda son fils, pas grincheuse, pas en colère, pas en pleurs, juste souriant légèrement puis plia la chemise et la mit dans le sac en tissu. Elle n'a pas demandé pourquoi, ni blâmé pourquoi, elle a juste fait ses bagages tranquillement, calmement, comme si c'était juste une longue marche. Avant de quitter l'appartement, elle s'arrêta au salon, où le bébé Lucas dormait profondément, et déposa un léger baiser sur son front. Puis elle ouvrit le tiroir sous le comptoir de la cuisine, où personne n'avait touché depuis des années, en sortit un carnet marron usé, le posa délicatement sur la table à manger, accompagné d'un petit morceau de papier écrit en cursive, « Écoute, si tu as besoin d'aide, peux-tu m'aider ?» Le taxi s'est arrêté sous l'immeuble, il pleuvait encore, personne ne l'a vu partir, elle est seulement sortie par la porte, tenant un vieux sac en tissu à la main, un manteau de boue usé sur son épaule. Chaque pas qu'elle faisait me semblait être une coupure dans le cœur. Non pas parce qu'elle a été licenciée, mais parce que les gens n'avaient plus de place pour une vieille mère. Sans un mot, où ira-t-elle? Que manger, comment vivre? La porte se referma derrière elle, comme une porte qui claquait dans son cœur. Toutes les connexions qui existaient, qui tenaient, ont été rompues. À partir de ce moment-là, la maison n'était plus un foyer et Madame Louise n'était plus une mère à leurs yeux. Il ne restait plus qu'un vieil homme qui avait vécu avec lui, pris soin de lui et l'avait aimé, puis qui s'était éloigné silencieusement sous la pluie, laissant derrière lui une famille qui pensait encore avoir fait le bon choix. Une semaine après le départ de Madame Louise de l'appartement, la vie dans la maison semblait revenir à la normale. Il n'y a plus la faible odeur des plantes médicinales le matin, ni le doux bruit des pantoufles la nuit. Élodie était soulagée de voir que la maison était plus rangée, et le petit Lucas n'était plus réveillé par les bruits soudains de sa grand-mère. Antoine resta silencieux comme d'habitude. Il s'est plongé dans le travail, dans une vie technologique où tout fonctionnait avec une logique claire et où il n'y avait pas de place pour les émotions compliquées. Mais un vendredi soir, alors que le temps s'est soudainement refroidi, le petit Lucas a commencé à avoir de la fièvre. Au début, il ne s'agissait que de quelques légères fièvres, mais la nuit, tout le corps du bébé était rouge, il avait une éruption cutanée et commençait à avoir des convulsions. Élodie a paniqué, Antoine a quitté la réunion en ligne et le couple a immédiatement emmené son enfant dans un grand hôpital près de chez eux. Sous la lumière pâle des urgences, le bébé Lucas gisait immobile, la sueur ruisselant, les lèvres pâles. Les médecins ont secoué la tête à plusieurs reprises. Après avoir effectué un test rapide, le médecin de garde a informé que le bébé présentait des symptômes typiques du syndrome inflammatoire multisystémique MIS-C, une complication grave après le Covid-19 qui a été enregistrée chez les jeunes enfants. Il s'agit d'une maladie rare, tout le monde n'en est pas atteint, mais lorsqu'elle se développe, elle progresse très rapidement et peut provoquer une défaillance de plusieurs organes si elle n'est pas traitée rapidement. Le traitement nécessite des immunosuppresseurs intraveineux, des médicaments coûteux mais vitaux. Cette même nuit, l'hôpital a commencé à administrer des médicaments spéciaux. Mais moins de 10 minutes plus tard, le bébé Lucas a commencé à devenir violet. Le système de surveillance du rythme cardiaque est devenu rouge, l'infirmière a crié « choc anaphylactique, arrêtez la perfusion ». Toute la salle d'urgence était en plein chaos. Antoine se figea en regardant son fils convulsé, sa respiration s'accélérant. Élodie restait figée dans un coin, les mains couvrant son visage. Le médecin-chef a fait signe au sauveteur forestier de suivre l'intégralité de l'ancien protocole.
Ils sont passés à un traitement symptomatique pour garder le bébé pendant la nuit, puis ont procédé à une consultation d'urgence. Finalement, ils ont convoqué le couple et lui ont dit sans détour, « Nous avons essayé 3 groupes d'immunosuppresseurs. Le bébé est allergique à l'anaphylaxie. Si nous ne pouvons pas lui administrer ces médicaments, nous n'avons aucun moyen de contrôler la réaction inflammatoire. » La situation est très imprévisible. Élodie s'affala sur sa chaise comme vidée de toutes ses forces. Antoine sortit dans le couloir, les yeux rivés sur le téléphone, ne sachant pas qui il essayait d'appeler. Ils ont de l'argent, ils ont une assurance, ils ont les meilleurs médecins de la ville, mais ils n'ont aucun moyen de sauver leur enfant. Et dans ce moment de désespoir, Antoine se souvint soudain d'elle. Madame Louise, qui ne guérissait pas avec des machines mais avec des mains tremblantes mais comprenait tous les rythmes biologiques des humains. On dit que chaque réaction du corps a une manière de le ramener à l'équilibre. La femme qui a été expulsée de chez elle sans que personne ne lui demande si elle avait emporté quelque chose avec elle, à part quelques vêtements et un vieux cahier. Dans l'esprit d'Antoine, les derniers mots qu'elle avait laissés derrière elle ont flashé, « Si tu as besoin d'aide, voici tu peux aider. » Il courut comme un fou jusqu'à chez lui, dans la cuisine où sa mère dormait. Elle fouille dans le tiroir sous l'étagère en bois où elle s'assoit habituellement pour faire du thé. Et comme par un arrangement invisible, le carnet était toujours là, vieux, poussiéreux mais intact. Dans la lumière jaune de la cuisine, Antoine ouvrit le livre page par page jusqu'à ce qu'il trouve une page maintenue par un petit morceau de papier. L'écriture soignée semblait s'écrire comme une cloche, le médicament de désintoxication rapide contre les allergies, Tan-Tam-Jiédocoan, combine les médecines orientales et occidentales. Il est utilisé uniquement en cas de choc anaphylactique sévère dû à une réaction allergique aux médicaments, en particulier chez les jeunes enfants. La note marginale est encore plus prudente, le remplacement temporaire des médicaments occidentaux résistants permet de stabiliser la réponse immunitaire pendant 1 à 2 heures, préparant ainsi le traitement suivant. Seules les personnes connaissant le corps de l'enfant peuvent l'utiliser. Ma mère a utilisé cette méthode à Hué, lors d'un choc anaphylactique en 2007. Les mains d'Antoine tremblaient, à moitié d'émotion, à moitié de confusion. La prescription de maman est si claire et détaillée. Mais pourquoi pendant tout ce temps n'a-t-il jamais demandé à sa mère à quoi cela servait? Pourquoi n'écoutes-tu jamais ta mère parler d'expertise? Et pourquoi n'a-t-il réalisé à quel point ce carnet était précieux que lorsque la vie de son enfant était devenue comme une lumière vacillante? Antoine restait figé devant la porte des urgences. À travers la vitre opaque, le petit Lucas repose silencieusement parmi une série de lignes intraveineuses, de moniteurs de fréquence cardiaque et de pompes à oxygène. La lumière bleue brillait directement sur le visage du bébé, le rendant incroyablement pâle. Sa femme, Élodie, n'a pas dit un mot depuis que le médecin a conclu que le choc anaphylactique sévère de Lucas l'empêchait de recevoir tout médicament. La forte fièvre le faisait convulser continuellement, sa poitrine se soulevant de fatigue. Chaque fois que le moniteur de fréquence cardiaque émet un bip, le cœur des parents se serre. Antoine serrait le carnet de sa mère, le vieux carnet en lambeaux qu'il avait laissé dans le placard de la cuisine où sa mère avait l'habitude de le poser pendant qu'elle préparait le thé. L'écriture soignée et méticuleuse, chaque formule, chaque note écrite à l'encre violette apparaissait clairement sous les lumières de l'hôpital. L'ordonnance du Tan-Tam-Jiédocoan était marquée en rouge, accrochée à un petit morceau de papier à l'écriture tremblante qu'Antoine reconnut immédiatement comme étant celle de sa mère. Il le lut encore et encore comme un homme qui se noie et s'accroche à des fétus de paille. Ce médicament est utilisé comme médicament d'urgence lorsque les enfants présentent un choc anaphylactique dû à une allergie médicamenteuse. Il aide à stabiliser le rythme cardiaque, à réduire la réponse immunitaire et combine la médecine orientale et occidentale. Ne pas utiliser plus de 3 fois, et n'hésitez pas. Antoine se précipita chez le médecin, lui montra le carnet et lui demanda de l'aider à voir, c'est l'ordonnance de ma mère. Elle était infirmière en médecine traditionnelle à l'hôpital de Hué. Elle a clairement noté le cas qu'elle avait rencontré auparavant. Elle a un jour sauvé un patient comme mon fils. Le docteur regarda le carnet puis leva les yeux vers Antoine, son visage poli mais froid. Monsieur Antoine, je comprends votre désespoir, mais nous sommes un hôpital de première ligne.
Tous les protocoles de traitement doivent être conformes aux normes médicales et vérifiés. De tels documents traditionnels ne peuvent être appliqués ici. Antoine se raidit et s'apprêtait à continuer de parler, mais le docteur referma doucement le livre et le repoussa vers lui. Je suis désolé, mais si le médicament est vraiment efficace, nous devons le vérifier scientifiquement et suivre un processus de préparation standard. Notre patient, Lucas, est dans un état critique. Nous ne pouvons pas échanger sa vie contre un médicament non testé. Il posa sa tête sur la table, ses mains serrant le bord du cahier, ses lèvres sèches incapables de prononcer un mot. Cet espoir qui venait de naître s'est éteint par une seule sentence, froidement légale et précise. Élodie se tenait dans le couloir, ses yeux fixant le ciel nocturne à travers la fenêtre de l'hôpital, aucun d'eux ne se disant rien. Son esprit était rempli de centaines de questions. Pourquoi les choses se sont-elles passées ainsi? Pourquoi mon enfant, qui il y a quelques jours seulement courait partout dans la maison en demandant du yaourt et en chantant au rythme des publicités télévisées, est-il maintenant allongé là, immobile et couvert de tubes? Elle se souvenait des paroles du médecin ce matin, le bébé a eu une grave réaction allergique à de fortes doses d'anti-inflammatoires. Nous avons essayé les 3 traitements, mais sans succès. Si nous ne pouvons pas intervenir avec les médicaments, nous ne pourrons pas poursuivre le traitement invasif. Nous devrons peut-être passer aux soins palliatifs. Soins palliatifs, cette phrase a frappé comme un marteau la foi déjà fragile de la mère. Élodie n'est pas une personne faible. Elle avait l'habitude de travailler sous pression, de gérer des dizaines de projets de crédit, de négocier des contrats d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars sans cligner des yeux. Mais aujourd'hui, face à l'état critique de son fils, elle n'est plus qu'une femme ordinaire, le cœur brisé couche après couche. Elle repensa à Madame Louise, sa belle-mère silencieuse, qui avait froncé les sourcils en voyant sa façon de préparer le thé dans un pot en terre cuite ou de parler d'antidote chaque fois que le petit Lucas toussait. Elle se souvient même de l'époque où sa grand-mère donnait à boire du miel et du curcuma à sa fille lorsqu'elle avait la diarrhée, mais elle le jetait en disant « Maman, c'est l'air de la science ». Antoine était assis, la tête baissée sur le banc du couloir, les larmes coulant pour la première fois depuis des années. Il ne pleurait pas parce qu'il était en colère contre quelqu'un, ni parce qu'il était désespéré, mais parce qu'il pleurait pour lui-même, car cela faisait trop longtemps. Il a choisi de se tenir au milieu, n'osant se pencher vers personne, n'osant pas protéger sa mère, n'osant pas aimer clairement. Finalement, c'est cette hésitation qui lui a coûté la seule personne capable de faire ce que la médecine moderne ne pouvait pas faire. Cette nuit-là, aux urgences, le moniteur cardiaque continuait à émettre des bips réguliers, mais seulement comme une musique de fond fatiguée. Le bébé Lucas a été transféré aux soins intensifs. Le médecin a déclaré que si le bébé ne peut toujours pas recevoir de médicaments ou changer de traitement dans les 24 heures suivantes, il y a de fortes chances qu'il tombe dans un coma profond et ne puisse pas récupérer. La porte froide de la médecine moderne, aussi avancée et moderne soit-elle, n'ouvre pas de porte de sortie à un enfant qui a besoin de plus que de la précision, c'est-à-dire de la compréhension du corps, d'une autre méthode, d'un choix qu'il a malheureusement repoussé hors de chez lui. Antoine ne se souvient pas quand il a quitté l'hôpital, ni comment il est rentré chez lui à pied ou en taxi. L'appartement du 12e étage l'accueillit dans un silence étouffant. Tout est toujours pareil que ce matin. Le filtre à eau n'a pas encore été remplacé. La vaisselle du dîner était encore dans l'évier. La chaise en rotin sur laquelle ma mère s'asseyait pour plier des mouchoirs repose encore seule dans un coin de la maison, comme un témoin froid d'un souvenir pas si lointain. Il alluma la lumière de la cuisine, la lumière jaune pâle éclairant la table à manger où Madame Louise avait été emmenée. Elle a discrètement remplacé un objet que le mari et la femme avaient ignoré comme s'il n'avait jamais existé, un carnet délavé à couverture brune, au bord déchiqueté par le temps, avec de vieilles taches d'eau à l'intérieur. Antoine marchait lentement, le cœur battant sans raison apparente. Il prit le carnet, sa main tremblant légèrement. Lorsqu'il l'ouvrit, l'odeur du vieux papier mêlée à la légère odeur de médicaments pelés monta en lui, l'odeur qu'il connaissait étant enfant, chaque fois que sa mère lui appliquait un cataplasme pour réduire la fièvre avec de l'Eclipta prostrata et des feuilles de bétel. La première page est une ligne manuscrite familière, enregistrant les techniques médicales de l'Institut de médecine orientale de Hué.
Ci-dessous, des mots à retenir, à sauvegarder, à aimer. Il feuilleta rapidement chaque page, chaque note détaillée, les formules de médicaments, les dosages et même les marques rouges entourées d'un stylo à billes. Personne d'autre qu'elle n'aurait pu écrire ces choses. Chaque ligne de mots semblait lui faire souffler des souvenirs enfouis. Chaque après-midi, ma mère s'asseyait près de la fenêtre et lisait des livres de médecine jusqu'à ce qu'elle oublie de manger. Restez debout tard chaque nuit pour préparer des médicaments pour les patients pauvres qui viennent chez vous. La page 37 est découpée avec une feuille de papier jaune pâle. Le coin supérieur indique clairement en lettres majuscules, Tantam Jiédocoan, un médicament d'urgence pour les enfants souffrant de choc anaphylactique ou d'allergie à des médicaments occidentaux spécifiques. Vous trouverez ci-dessous une description détaillée de la façon de le préparer, du dosage, du temps de mélange, des signes d'utilisation et, surtout, une ligne entourée en rouge, à utiliser uniquement lorsque le corps n'accepte pas les médicaments intraveineux, contre-indiqués en cas de coma profond. À utiliser dès que possible dans les 12 premières heures suivant le choc, déglutit Antoine. Sa main se dirigea vers la fin du mot où elle écrivit à l'encre violette floue, « Ce médicament a été utilisé par ma mère en 2007 pour sauver une fillette de 5 ans qui avait subi un choc médicamenteux antipyrétique. » L'Association des médecines orientales et occidentales a temporairement ouvert la voie à un traitement spécifique ultérieur. Soyez prudent mais pensez qu'il s'est assis, le cœur battant vite. Les mots « ouvrir temporairement la voie au traitement » résonnaient dans sa tête comme une sonnette d'alarme. Si ce que vous dites est vrai, ce médicament n'est pas un remède, mais plutôt un moyen d'aider l'enfant à rester alerte et suffisamment stable pour recevoir un traitement supplémentaire. Une méthode temporaire, mais qui constitue pour l'instant la seule lueur d'espoir que la science moderne ne peut apporter. Antoine serrait le carnet dans sa main, comme s'il se réveillait d'un long rêve. Au fil des années, il s'est habitué à vivre dans un monde numérique, ne croyant qu'aux chiffres, aux appareils et aux dossiers médicaux imprimés à partir de systèmes logiciels. Mais c'est son fils, l'incarnation de la modernité, qui avait besoin de quelque chose de la tradition, du passé, d'une personne qu'il considérait autrefois comme dépassée. Antoine se leva d'un bond et courut vers la porte. Il est tard dans la nuit, mais là-bas, un enfant est suspendu entre la vie et la mort, et ce carnet est peut-être le seul pont. Il a sorti son téléphone et a appelé Élodie. À l'autre bout du fil, un halètement, la voix d'Élodie étranglée, « Lucas, le cœur de Lucas est faible. Le médecin m'a dit de me préparer au pire. » Antoine ne dit rien, répondit simplement brièvement, « Je suis de retour, attends, ne les laisse pas éteindre le respirateur, je t'apporterai une chance de revenir. » Il éteignit la machine, regarda le carnet dans sa main comme s'il voyait sa mère. « Maman, si je te fais confiance une fois de plus, peux-tu sauver mon enfant comme tu m'as sauvé dans le passé ?» Dès qu'il a franchi le portail de l'hôpital, Antoine a immédiatement appelé une voiture, sans avoir le temps de rentrer chez lui, sans avoir le temps de dire un mot à Élodie. Dans sa main se trouvait le carnet de sa mère, dans son esprit se trouvait l'image de son fils allongé, immobile parmi les rangées de machines silencieuses. La nuit de Hanoï était glaciale, le vent lui soufflait au visage mais Antoine ne ressentait rien. Son esprit était concentré sur une seule chose, retrouver sa mère. À tout prix, la seule personne à l'heure actuelle qui peut lui donner ne serait-ce qu'une mince chance de sauver son enfant. Mais lorsque la voiture s'arrêta devant la maison de retraite où Madame Louise avait été emmenée, Monsieur Bernard, après avoir parcouru en quelques phrases le registre, secoua la tête, « Madame Biche est partie il y a 3 jours, mon oncle. Elle a demandé sa sortie parce qu'elle ne voulait pas déranger cet endroit, et n'a pas dit où elle allait. » Le cœur de Tan Trung se serra, il leva les yeux vers les fenêtres faiblement éclairées du 3e étage, où quelques jours auparavant sa mère avait dormi. La pièce était maintenant occupée par quelqu'un d'autre. Il se retourna pour supplier le gardien, « Mon oncle, sais-tu où elle est allée ? C'est ma mère, j'ai fait des erreurs, j'en ai fait beaucoup, j'ai besoin de la revoir pour arranger les choses. » Monsieur Bernard le regarda avec inquiétude et hocha légèrement la tête, entendant ce que disait le médecin. Il a mentionné un petit temple près de Holinung, il semble qu'il y soit allé pour y séjourner. En entendant cela, Antoine monta immédiatement dans la voiture, lut l'adresse du temple sur Google Maps, la main toujours sur le carnet. En chemin,
son esprit repensait à toutes les fois où sa mère l'avait réconforté lorsqu'il était malade. Chaque repas contient de la soupe de racines de lotus, ma mère la prépare soigneusement à chaque fois que le temps se refroidit. Chaque nuit, ma mère restait éveillée toute la nuit pour vérifier ma température lorsque j'avais une fièvre virale. Ces choses qu'il tenait pour acquises, ne le sont plus maintenant. La pagode Linung est nichée dans une petite ruelle, entourée d'arbres d'ombrage et du doux parfum de l'encens. Antoine entra dans la cour du temple alors que la cloche de minuit sonnait 3 fois. Une sœur Claire le salua et, lorsqu'elle entendit parler de Madame Louise, elle hocha la tête, elle était dans la pièce du fond, mais elle était très faible et ne pouvait pas marcher d'un pas assuré. Ces jours-ci, je m'assois simplement, je prends des médicaments et je les emballe pour les envoyer aux pauvres. Antoine courut droit dans la petite maison derrière le jardin du temple, où la lumière jaune d'une vieille lampe à huile vacillait. Là, dans l'espace calme, Madame Louise était assise à la table, les pieds légèrement posés sur une chaise en bois, un pinceau à la main, écrivant quelque chose dans un nouveau cahier. Son dos était plus courbé qu'avant, ses cheveux argentés tombaient sur ses épaules, mais l'écriture sur la page était toujours soignée. Décidément, la mère d'Antoine prit la parole. Sa voix tremblait, que ce soit à cause du froid ou de l'émotion, ce n'était pas clair. Madame Louise leva les yeux, ses yeux s'arrêtant sur le visage de son fils puis descendant vers le carnet qu'il tenait dans sa main. Un moment de silence, pas de blâme, pas de larmes, juste le regard d'une mère qui avait trop sacrifié et qui avait été poussée au-delà des limites de l'amour, sans un mot d'adieu. Antoine s'agenouilla et présenta le livre. « Maman, je suis désolé. Lucas est dans un état critique. Le médecin a abandonné et t'a donné ce médicament dans l'espoir que tu le sauverais, que tu me sauverais. » Madame Louise prit le carnet d'une main tremblante, le tourna vers la page qu'il venait de lire, ses yeux s'arrêtant sur la note rouge. Elle ferma doucement les yeux comme si elle se remémorait de vieux souvenirs, les années passées à l'hôpital de médecine traditionnelle de Hué, les cas d'urgence au milieu des nuits orageuses, les moments où elle sauvait la vie des patients avec juste un petit paquet de médicaments et une profonde compréhension de leur corps. Mais ensuite, elle posa doucement le livre, « Je n'en peux plus. Antoine, j'ai eu un AVC, mes mains ne peuvent plus distribuer correctement les médicaments et mes jambes ne peuvent plus suivre le rythme pour arriver à l'hôpital. » Elle tourna la tête vers la petite étagère dans le coin de la maison, « J'ai encore un vieil élève qui me suivait en cas d'urgence et qui a appris cette médecine grâce à moi. Le docteur Martin travaille désormais à l'Institut de médecine traditionnelle. Si vous me faites confiance, je vous appellerai. » Sans attendre la réponse d'Antoine, Madame Louise prit le vieux téléphone fixe et composa d'un doigt tremblant, « Tama, c'est Madame Biche. Je sais que vous êtes occupée depuis longtemps, mais aujourd'hui, il y a une urgence. Il y a un enfant qui a fait une overdose très similaire à celle de Hué il y a des années. Vous souvenez-vous du Tan Tam Jiedokon? Oui. Les notes que tu as écrites en 2007, maintenant je suis la seule à pouvoir t'aider. » À l'autre bout du fil, une voix masculine grave retentit, hésita quelques secondes, puis dit fermement, « Je me souviens, ma sœur. Je viens tout de suite. Envoie-moi l'adresse de l'hôpital. Si c'est vraiment ce médicament, que dois-je faire ?» Antoine serra la main de sa mère, une lumière dans les yeux qu'il n'avait pas retrouvée les nuits précédentes. Il savait qu'il y avait encore une chance, non pas grâce à des aiguilles modernes ou à un équipement sophistiqué, mais grâce à quelque chose d'apparemment ancien et simple, la sagesse d'une fausse mère que le monde avait oubliée. Quand Antoine et Madame Louise arrivèrent à l'hôpital, il ne faisait pas encore jour. Dans le ciel, de fines traînées d'os flottaient sur les grands immeubles. Les lampadaires projettent encore une faible lumière jaune sur la rue froide. Aucun des deux n'a rien dit jusqu'au bout. Madame Louise était assise, appuyée contre la vitre de la voiture, son carnet serré dans sa main. Antoine la regardait en silence à travers le rétroviseur. Ce visage était profondément marqué par le temps, ses cheveux étaient blancs mais ses yeux étaient toujours brillants, toujours calmes, et il y avait quelque chose de très certain, comme si elle savait clairement qu'elle sauvait la vie de son petit enfant, et plus qu'une vie. C'était le témoignage final d'une vie de connaissance négligée. Lorsque la voiture s'arrêta, la première personne à les saluer fut le docteur Martin, l'ancien élève dont Madame Louise avait parlé.
il avait environ 50 ans, était grand et mince, avait les yeux profonds et portait un chemisier blanc, mais son comportement dégageait l'air de quelqu'un qui était trop familier avec les situations de vie et de mort. Le docteur Martin fit un léger signe de tête à Antoine puis s'inclina aussitôt devant Madame Louise des deux mains. « Je suis là, ma sœur. » Madame Louise ne répondit pas, elle lui tendit simplement doucement le carnet et dit, page 37, dose pour un enfant de 4 ans, de constitution faible, ayant eu une réaction allergique systémique. Le docteur Martin ouvrit le livre, ses yeux parcourant rapidement les lignes, hochant parfois la tête comme pour confirmer. Puis il se tourna vers Antoine, « Je dois voir l'équipe soignante tout de suite. Il faut qu'on se coordonne. » Dans la salle de réunion d'urgence, l'atmosphère était tendue. Les médecins occidentaux étaient initialement hésitants, certains doutaient de l'applicabilité de la médecine orientale aux soins d'urgence, d'autres s'inquiétaient du processus de préparation dangereux. Mais lorsque le docteur Martin a donné une description chimique de chaque médicament, comparé les ingrédients avec les données médicales modernes et présenté le mécanisme d'action biologique du médicament comme un tampon apaisant pour le système immunitaire, toute la salle de conférence est devenue silencieuse. Un jeune médecin a pris la parole, « Si c'est vrai, ce médicament peut aider à supprimer l'anaphylaxie à un niveau sûr, suffisant pour ouvrir la porte à l'effet de la médecine occidentale. » Le médecin-chef soupira, les yeux toujours rivés sur les signes vitaux de Lucas, « Si rien n'est fait, il ne s'en sortira pas dans les 6 prochaines heures. Essayons. » Immédiatement après, le groupe a été divisé en 2 groupes. Une équipe prépare les herbes médicinales selon les instructions de Madame Louise dans le manuel, chaque dosage, temps de décoction, séparation de l'essence, chaque température de cuisson. Une autre équipe prépare un plan de soutien en cas de complications, place un tensiomètre et vérifie la ligne de transfert. Le docteur Martin a personnellement mélangé le médicament, de la séparation du médicament à son extraction, chaque mouvement était aussi prudent que s'il tenait un cœur dans la paume de sa main. En attendant que le médicament refroidisse à la température requise, il accompagna Antoine dans la chambre du malade. Lucas resta immobile. Son petit visage n'était que peau et os, ses lèvres étaient sèches et craquelées, et sa respiration était lourde, comme si elle venait du fond de ses poumons. Antoine tenait la main de son fils, les larmes lui montaient aux yeux. Chaque bruit de la machine ressemblait au bruit de la vie qui la battait. C'est aussi le moment de trouver des défauts, de blâmer quelqu'un. C'est alors que la vie ne dépend que de la foi et de quelque chose qui était autrefois considéré comme arriéré et obscur, mais qui devient désormais le seul espoir. Alors que le médicament était versé dans le corps de Lucas, le docteur Martin se tenait à côté du lit, ses yeux suivant chaque petit changement. 10 minutes, rien ne s'est passé. 20 minutes plus tard, le rythme cardiaque de Lucas a commencé à se stabiliser. En 30 minutes, la température corporelle est passée de 39,2 à 37,8. Toute la salle d'urgence retenait son souffle. À la 45e minute, la crise s'est arrêtée et lorsque le moniteur a montré que l'indice d'oxygène dans le sang avait augmenté, le médecin-chef a hoché la tête de manière décisive, les conditions d'anesthésie étaient réunies, se préparant à l'opération. Élodie fondit en larmes. Antoine se tourna pour regarder sa mère, qui était toujours assise dehors, n'entrant pas dans la pièce, n'exigeant rien, n'intervenant dans aucune décision. Ses yeux n'étaient pas du tout surpris, comme si elle l'avait su depuis toujours, non par arrogance mais parfois en ses 40 années d'expérience, dans les nuits de garde, à chaque fois ravivée par la connaissance du corps humain, quelque chose qu'aucun appareil moderne ne pourrait remplacer. L'opération entière a duré plus de 2 heures. Antoine était assis dehors, tenant fermement la main de sa mère. Élodie pleurait encore, mais pour la première fois ce n'était pas de peur mais de gratitude. Quand le docteur Martin est sorti et a dit « Antoine va bien, il est stable, il faut juste le surveiller encore quelques jours et il se rétablira complètement. » Ni le mari ni la femme ne purent dire un mot, ils inclinèrent simplement la tête vers Madame Louise, qui n'avait pas besoin de rester debout dans la salle d'opération mais était la seule à pouvoir sauver la vie de l'enfant. Alors que Lucas était transféré de la salle post-opératoire à la salle de réveil, la lumière du petit matin commençait à peine à apparaître à l'extérieur de la fenêtre du couloir. Après 3 heures de tension, l'obscurité obsédante semblait laisser place aux doux premiers rayons du jour.
Antoine restait immobile, regardant à travers la vitre transparente son petit-fils, respirant doucement et régulièrement sur le lit d'hôpital. Toutes les machines de soutien ont été progressivement retirées, ne laissant que la faible lumière du système de surveillance des signes vitaux clignotant comme preuve que la vie était revenue. Il se retourna, Madame Louise était toujours assise devant le canapé dans le couloir, les mains jointes, les yeux suivant la petite photo d'identité de Lucas accrochée au-dessus du dossier médical. Cette photo, qu'Élodie avait imprimée pour la soumettre à sa demande d'admission à l'école maternelle, faisait désormais partie de ses actes de naissance et de décès. Antoine marchait lentement, sans rien dire, il s'assit devant sa mère. Les mains habituées à tenir des ordinateurs portables et des documents techniques tremblaient aujourd'hui comme si elles n'avaient jamais salué personne. Maintenant, accroche-toi à sa jupe. Il s'est étouffé. Maman, je pensais que tu étais dépassée, que tu n'étais plus utile. Je pensais que j'étais bonne, moderne, que j'avais du succès, donc je pouvais m'occuper de tout. Mais je n'ai pas pu sauver la vie de mon fils. S'il n'y avait pas eu sa mère, Lucas serait parti. Ma vie et celle de mes petits-enfants sont protégées par ma mère. Cette déclaration n'est plus une confession mais la véritable rupture d'un enfant qui pensait autrefois être adulte, mais qui, lorsqu'il paniquait, ne pouvait que s'accrocher à la figure de sa mère. Antoine enfouit son visage dans ses genoux, sanglotant comme un enfant. Élodie, debout derrière, ne put non plus retenir ses larmes, mais elle n'osa pas l'interrompre. La femme qu'elle avait autrefois chassée de chez elle parce qu'elle pensait qu'elle était une nuisance et une distraction était désormais celle qui avait sauvé son enfant des griffes de la mort. Non pas par l'argent, ni par le titre, mais par une vie de connaissance silencieuse, par la persévérance et l'amour sans rien attendre en retour. Madame Louise posa doucement sa main sur les cheveux de son fils, les caressant sur son épaule comme elle l'avait fait lorsqu'elle était enfant. Chaque fois qu'il était malade, toussait ou avait sommeil, ses mains tremblaient davantage, n'étaient plus fortes mais toujours étrangement stables. Elle n'a pas pleuré, n'a pas blâmé, a juste répondu doucement, « Maman te pardonne ?» Maman n'est pas rancunière, mais maman ne peut pas rester. Maman veut vivre en paix, veut qu'on l'appelle maman, pas un fardeau. Cette phrase n'était pas un refus mais une douce conclusion pour une femme qui avait dépassé les limites de son endurance. Elle savait que si elle restait, les choses pourraient redevenir comme avant après la tempête. Les premiers jours peuvent être agréables, mais ensuite les repas, la toux, les tremblements des mains tenant les bols et le bruit des bols qui tombent la transformeront à nouveau en nuisance. Elle a compris que ce qui devait changer n'était pas seulement la situation mais l'état d'esprit. Et elle n'est plus assez âgée pour attendre que les autres se réveillent et oublient. Antoine sanglotait, « Maman, ne pars pas, reste. » J'avais tort, je sais. Mais elle lui serra simplement légèrement la main, ses yeux n'étant plus en colère mais ne se retenant plus. Elle se leva et sortit lentement dans le couloir, où le docteur Martin l'attendait pour la ramener au temple pour se reposer. Avant de partir, elle se retourna pour regarder Antoine, regarda Élodie, et regarda longuement la porte vitrée où dormait Lucas. Puis elle hocha légèrement la tête sans dire un mot, mais ce hochement de tête était comme un point final à tout ce qui était inachevé. Sa silhouette disparut peu à peu dans le long couloir. Antoine n'a pas poursuivi, ni Élodie. Ils sont restés là, tout simplement. Pour la première fois, dans ce silence, ils comprirent ce qu'était la véritable perte. Je ne perds pas une personne, mais je perds la tolérance silencieuse qui m'a élevé sans jamais rien demander en retour. Une perte silencieuse mais suffisante pour hanter le reste de la vie. La fin du printemps dans les montagnes du nord-ouest n'a pas de bruit de véhicule, pas de réveil, seulement le chant des oiseaux de la forêt, le bruit du vent qui souffle à travers les murs de bambou et le fort parfum du thé qui se répand tranquillement dans la petite maison en bois située à mi-hauteur de la pente. La maison n'était pas luxueuse, pas luxueusement carrelée, juste couverte de chaume et de boue, mais propre et bien rangée. Chaque rideau est accroché avec soin, chaque pot d'herbe est soignée comme pour préserver une vie. Sa propriétaire était Madame Louise, une femme aux cheveux argentés, légèrement voûtée, aux yeux toujours aussi brillants et déterminés. Après tout, elle a quitté la ville où elle avait autrefois un toit mais n'avait plus aucune affection pour recommencer à vivre en tant qu'être humain, et non en tant que mère qui avait besoin de soutien.
Chaque matin, elle se réveille avant que le soleil ne frappe le mur en bois, fait bouillir une casserole d'eau chaude et la verse dans la théière en forme de lotus que lui a offerte une amie. Elle était assise sur une chaise en bois devant le porche, tournant les pages de son vieux carnet, le stylo toujours posé à côté d'elle, le papier vierge toujours intact, personne ne la pressait, personne ne l'interrompait. Elle a copié d'anciennes recettes de médecine, non seulement pour les préserver, mais aussi pour les donner à ceux qui en ont vraiment besoin, ceux qui comprennent la valeur de la connaissance et ne comptent pas seulement sa valeur en argent. Sa maison n'a pas de panneau, pas d'étiquette de médicaments, pas de publicité bruyante, mais tout le monde dans le quartier sait que s'ils ont un rhume, de la fièvre, une éruption cutanée ou des maux d'estomac, ils peuvent frapper à sa porte, raconter leur histoire et revenir avec un petit paquet d'herbes et des instructions précises. Elle ne prend pas d'argent, elle accepte seulement quand les gens laissent quelques boîtes de riz, un régime de bananes ou simplement un merci du regard. Quelqu'un lui a demandé pourquoi elle n'acceptait pas d'argent, elle a juste souri, les gens utilisent l'argent pour payer la peur, mais je guéris avec la foi. Croyez et vous serez guéris, mais si vous ne croyez pas, peu importe à quel point le médicament est précieux, il n'a aucun sens. Le dicton s'est répandu dans les montagnes, sans aucune objection, car tout le monde en avait fait l'expérience, une gentillesse sans prétention. Elle vivait comme ça, tranquillement, personne ne lui demandait son passé, personne n'avait besoin de savoir qu'elle était infirmière, qu'elle avait sauvé la vie de son neveu qui avait failli mourir. Mais dans sa chambre simple, où il n'y avait qu'un matelas et une petite étagère, elle ne gardait avec elle que deux choses. L'une d'elles est une photo du bébé Lucas souriant aussi vivement que le soleil de midi. La photo a été imprimée à la hâte, à partir d'une simple photo plastifiée d'un élève de maternelle. La deuxième était la lettre manuscrite d'Antoine, pliée, le papier jauni, l'encre maculée par endroits mais chaque ligne intacte. Dans sa lettre, Antoine écrivait, « Si tu lis cette lettre, j'espère que tu comprendras. J'avais tort, car je te trouvais agaçant, dépassé, incompréhensible. Mais il s'avère que tu es le seul à savoir tenir bon quand tout le monde a baissé les bras. » Elle n'a jamais répondu à la lettre, non pas parce qu'elle la détestait, mais parce qu'elle savait qu'Antoine comprenait. Mais si vous comprenez, alors il n'y a pas besoin d'en dire plus. Le pardon n'a pas besoin d'être exprimé avec des mots. C'est dans la façon dont elle conserve cette lettre, la plaçant à côté du cadre photo de Lucas comme si elle gardait une partie de sa mémoire, sans la nier, mais sans la laisser la définir pour toujours. Antoine a demandé un jour à lui rendre visite mais elle a refusé, ni durement, ni froidement, disant simplement qu'elle allait bien, qu'elle ne devait pas s'inquiéter et qu'elle ne voulait pas la voir, puis elle a entendu quelqu'un dire « Maman, fais de ton mieux, je viendrai te chercher demain. » Parce qu'elle ne voulait plus retourner à l'endroit qui la voyait autrefois comme une vieille ombre, où à chaque repas ses mains tremblantes étaient critiquées. Personne ici n'a remarqué si ses mains tremblaient ou non, ils ont juste demandé « Oh, avez-vous des médicaments pour moi et le bébé aujourd'hui ?» Les jours de pluie, elle ne quittait pas la maison, s'asseyait pour écrire, brûlait de l'encens et notait un nouveau remède qu'elle avait découvert. Et puis, regardant par la fenêtre en bois, où la lumière du soleil projetait des traînées jaunes pâles, elle se demanda si elle serait toujours aussi paisible maintenant si elle n'était pas partie ce jour-là. Cet après-midi-là, le vent soufflait fort, des nuages s'élevaient de la forêt profonde. Elle était assise dans la maison, en train de préparer une nouvelle théière. Devant lui se trouvait une page blanche sur laquelle était déjà écrite une ligne, une prescription pour un enfant sensible mais très obéissant. Elle était sur le point de continuer à écrire mais elle s'est arrêtée. Levant les yeux vers la fenêtre, elle vit la lumière du soleil briller à travers les nuages sur la cour en terre, où un petit groupe de fleurs violettes venait de pousser. Elle souriait, non pas à cause des fleurs, mais parce qu'elle se sentait légère. Personne ne l'appelle mère ici. Personne ne savait quelle était la grand-mère de Lucas, mais elle vivait avec ce souvenir, sans fardeau ni ressentiment. Elle n'a rien dit ni caché. Elle vivait simplement comme s'il s'agissait d'un vieux chapitre d'un bon livre. Pas besoin de revenir en arrière, mais je serai toujours reconnaissant de l'avoir lu. L'histoire de Madame Louise m'a laissé sans voix longtemps après avoir fini d'écrire chaque dernière ligne. Non pas à cause du coup de théâtre, non pas parce que le neveu a été sauvé de justesse, mais parce que cela évoque quelque chose de très réel.
Le silence de ceux qui ont fait le plus de sacrifices est souvent aussi le dernier mot lorsqu'ils choisissent de quitter la vie d'être cher qu'ils aimaient autrefois de tout leur cœur. Je me souviens encore des yeux de Madame Louise lorsqu'elle a quitté l'hôpital, sans ressentiment, sans retour en arrière. Cette femme a passé toute sa vie à distribuer des médicaments pour sauver des gens, à élever ses enfants dans la solitude d'une veuve et à endurer d'être expulsée de sa propre maison alors que ses mains tremblaient encore après un accident vasculaire cérébral. Mais elle n'a pas choisi la vengeance, elle s'est simplement retirée, est restée silencieuse et a commencé à vivre pour elle-même. Elle n'a pas besoin d'être saluée comme une héroïne, juste respectée en tant qu'être humain, quelque chose que beaucoup d'enfants d'aujourd'hui ont oublié lorsqu'ils pensent que des parents vieillissants signifient être inutiles. Je loue Madame Louise non seulement parce qu'elle a indirectement sauvé la vie de sa petite fille, mais parce qu'elle est une image vivante de calme, de profondeur et de tolérance. J'apprécie également le moment d'illumination tardive d'Antoine. Le fils pensait avoir tout perdu, mais il savait quand même s'agenouiller et s'excuser auprès de sa mère de tout son cœur. Et surtout, je crois que cette histoire est un avertissement pour de nombreuses familles modernes, où les biens matériels prennent peu à peu le pas sur l'affection familiale et où les parents âgés sont traités comme un appendice silencieux. Le message que je souhaite transmettre est que la piété filiale ne réside pas dans les bouquets de fleurs offerts lors de la fête de Vulan, mais dans la manière dont nous traitons nos parents chaque jour lorsqu'ils sont tranquillement à nos côtés. Pas besoin de faveur, il suffit d'être considéré comme un être humain précieux. N'attendez pas qu'ils partent en silence pour réaliser que leur savoir, leur amour, leur patience et leur sacrifice sont ce qui nous permet de continuer dans nos moments les plus désespérés. Si cette histoire vous fait réfléchir un instant, une minute, ou penser à vos parents, même juste un instant, alors je crois qu'elle a atteint son objectif. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Et si vous souhaitez continuer à être accompagné par des histoires profondes et humaines comme celle-ci, abonnez-vous dès aujourd'hui à la chaîne YouTube. Parce que parfois une histoire opportune peut toucher un cœur qui a oublié comment être reconnaissant.